Bonjour, bienvenue à votre revue de presse du mardi 18 février. Aujourd'hui, bien sûr, les deux tempêtes, 72 cm de neige, au moins 8 jours pour nettoyer Montréal et le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, durement touchés. À Toronto, un avion se renverse en tentant de se poser. Des blessés, mais personne n'a perdu la vie. C'est pratiquement un miracle. L'alcool au volant, ce n'est plus vraiment une priorité pour beaucoup de policiers. Et quand votre bon gouvernement fédéral, les yeux fermés, signe des chèques de remboursement d'impôts à des fraudeurs. Il y a quelque chose de bucolique depuis les derniers jours, marcher dans les rues parce que les trottoirs ont disparu sous la neige. Remarquez que pour des gens, c'est un peu stressant. Tenter aussi de retrouver sa voiture, qui est complètement ensevelie dans un banc de neige. Gérer les poubelles, parce que les camions ne circulent pas, parce que les rues sont trop étroites. Regarder sa porte patio, constater la hauteur de l'accumulation de neige et penser discrètement à s'acheter une meilleure pelle ou encore une souffleuse. Ce sont des pensées qui vous habitent. Vous m'avez partagé ces questions et aussi beaucoup de souvenirs de jeunesse. Il y a comme une forme de nostalgie, les hivers d'antan quand on était plus petit. Il y avait beaucoup de neige, il y avait des patinoires extérieures, c'était tout à fait différent. On a l'impression aussi de revivre un peu ces années passées. Ce qui est clair en tout cas, c'est qu'on en a pour plusieurs jours avant de retrouver une certaine normalité. Pourquoi? Chacune des tempêtes, si on prend ces tempêtes de façon isolée, c'est pas si pire. Mais la combinaison des deux, pour Montréal seulement, c'est au-delà de 72 cm de neige. Ajoutez le blizzard, bref, ça devient le bordel. Les chiffres de Météo Média montrent qu'il faut regarder dans l'histoire, dans le passé, pour découvrir que du 19 au 22 janvier 1898, on avait reçu la même quantité de neige, ce qui est énorme. Quelles sont les conséquences? D'abord, le nettoyage. On parle de 8 jours pour Montréal. Il faut ramasser la neige. Et c'est un appel aux citoyens qui est lancé. D'abord, limitez vos déplacements, mais aussi soyez patients, soyez en contrôle de vos émotions. On ne peut pas demander aux gens de travailler 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ça n'a pas de bon sens. Ce qui fait que oui, ça va prendre du temps pour nettoyer les rues et rendre les trottoirs à nouveau praticables. Ça pose la question de l'accès à l'école. Là, en principe, la plupart des écoles, pour ne pas dire la totalité, seront ouvertes aujourd'hui. C'est à vous de vérifier, mais en principe, le mot d'ordre est quand même assez clair. Et je reçois depuis hier des courriels de parents qui sont anxieux et on me dit également que sur les réseaux sociaux, ça se manifeste beaucoup, puis même du personnel des centres de services scolaires qui ont peur, qui se disent ça n'a pas d'allure, les enfants peuvent pas être sur le trottoir, il faut qu'ils marchent dans la rue, les autos passent, comment on va gérer ça? Les gens se disent aussi il n'y aura pas de place pour stationner si je me rends à l'école. Je comprends tout ça, mais est-ce qu'on empêche les enfants d'aller à l'école parce que le parcours est plus difficile? Puis je vous dirais que l'expérience montre également que les conducteurs sont beaucoup plus dangereux quand les conditions sont parfaites. On avait des chiffres récemment du comportement délinquant de beaucoup d'adultes, qui sont aussi des parents, aux abords des écoles. C'est pas parfait, ça va prendre quelques jours, mais c'est peut-être en tout cas une des options à privilégier. J'ajoute également que pour ce qui est du secteur du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, le blizzard frappe et dans ce coin du Québec, ce sont des impacts importants en termes de circulation. Il y a eu des tronçons de route qui ont été fermés autour de Montréal, je pense autour de Saint-Jean-sur-Richelieu, la Prairie, mais là-bas, ça cogne assez durement. Ça devrait s'estomper un petit peu dans les prochains jours. Et je le sais, tantôt, je parlais de nostalgie. On se rappelle les tempêtes du siècle en 71. Je vous parlais hier de la tempête qui avait fait en sorte que des gens avaient été coincés sur l'autoroute 13. Mais j'avais oublié, puis je retrouve ça ce matin dans les journaux. Dans la région de Sutton, à la même période, la tempête a laissé à l'époque tout près de 120 centimètres de neige sur une période de 2 jours. Ce qui est quand même assez agréable de voir depuis les derniers jours, depuis la fin de semaine, c'est une forme de solidarité qui s'exprime de toutes sortes de façons. Pour une fois, je dirais que les réseaux sociaux
peuvent être utilisés de façon positive, des jeunes qui s'offrent pour aller déneiger des entrées, pour aller pelleter, des voisins qui s'entraident, des personnes âgées qu'on va visiter pour être bien sûr que tout va bien. Alors, il y a plusieurs témoignages et je trouve ça quand même intéressant. C'est un côté rassurant sur la nature humaine de voir quand il y a des événements comme ça, qu'il y a une chaîne de solidarité qui se crée, et disons que ça fait du bien à lire, à voir et à entendre. Je veux revenir sur le REM. Je comprends que c'est une méga tempête, en fait, c'est un doublé, et que ça cause des problèmes, et que ça peut perturber le service du REM. On l'a vu, les avions qui ont été cloués au sol, des problèmes chez Via Rail, c'est normal, ça fait partie des effets du mauvais temps. Mais je rappelle que le REM a connu des problèmes depuis le début de l'année nombreux. Interruption de service. Et on nous a donné un argumentaire là, assez classique. Il y avait des problèmes d'arrimage avec le nettoyage puis le déglaçage qui faisaient en sorte qu'on devait interrompre le service. Hier, le REM a été complètement paralysé en soirée, fin de journée. Et en principe, au moment où je fais le balado, là, le service devrait être normal. Je mets ça au conditionnel. On a toujours répondu par un service de navette. Et je vous donne l'explication que les dirigeants du REM lancent sur la place publique en disant qu'il y a une perte d'alimentation électrique sur une partie du réseau dans le secteur de Griffintown, qui est en partie responsable de l'interruption de service. C'est le DG adjoint là, des relations médias qui nous dit que nous sommes dans un contexte post-tempête et que la neige s'est logée dans les mécanismes d'aiguillage des trains, ce qui rend la manœuvre de ces derniers compliquée. Je le cite à nouveau, on a décidé d'arrêter le service tout simplement pour se concentrer à déneiger, déglacer et entretenir nos affaires pour pouvoir prendre de l'avance et rétablir le service pour aujourd'hui. J'espère que les gens de la Caisse de dépôt savaient qu'en installant le REM dans la grande région de Montréal, il y avait un hiver. Je peux pas croire qu'on est toujours en mode d'ajustement. Puis là, je fais une exception pour la double tempête, mais il y a eu des problèmes avant. Premier constat. Le deuxième, l'incapacité chronique d'offrir une réponse efficace de navette. Les gens sont coincés sur les trottoirs, sur les quais. Ils doivent poireauter. Ça décourage les gens de prendre le REM à bien des égards. Puis là, je parle pas des interruptions de service prévues dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce qu'on est en train d'agrandir le réseau. Et troisièmement, le manque de communication qui est toujours patent. Les gens ne savent pas ce qui se passe. Il y a une incapacité chronique du REM de donner de l'information. Heureusement, je suis en mode de solution. Il y a une auditrice qui m'a écrit, qui a vécu ces problèmes du REM, et je partage avec vous sa réflexion parce que je trouve ça super intéressant. Elle dit, je suis une utilisatrice des transports en commun. Je vis sur la rive sud et je me rends à mon travail au centre-ville. Je demeure dans un secteur où on a également le service du train de banlieue. Et avec les pannes multiples du REM, je me suis viré sur un Dixaine, je la cite, et je suis allé prendre le train EXO à Lucien-Lallier. Sachez que bien que les ondes soient les mêmes, A, B et C, on doit repayer notre passage, même, dit-elle, si j'ai un titre mensuel REM Bus et que je paie 163 $. Bref, est-ce qu'on peut être un peu créatif au Québec? Est-ce qu'on peut être moins stiff et parfois regarder pour des solutions simples et pas trop coûteuses? Pourquoi on n'est pas capable d'être agile, pour reprendre l'expression consacrée, et d'offrir un service efficace? Ça va prendre 25 ans, sans doute, avant que ça puisse se réaliser. Parlons maintenant de l'accident d'avion à Toronto. C'est un avion de la compagnie Delta. En fait, c'est un sous-contractant, Endeavour, qui arrivait de Minneapolis. Et l'accident s'est produit alors qu'on était en procédure d'atterrissage. L'avion a touché sol, s'est renversé et les passagers se sont retrouvés la tête à l'envers et ils étaient attachés à leur fauteuil. 15 blessés, 3 dans un état critique, mais personne n'a perdu la vie.
Et on peut dire vraiment que c'est un miracle qui s'est produit. Alors, comment expliquer l'accident? J'ai entendu hier beaucoup d'experts qui ont émis des hypothèses. Ça prend une enquête, on va voir. Les vents, bien sûr. Ça peut être une des explications. Est-ce que les trains d'atterrissage fonctionnaient? Ce qui est clair aussi, c'est que l'avion était donc en procédure d'atterrissage, a touché le sol, et c'est à ce moment-là qu'on a vu cette fumée noire se dégager autour de l'appareil. Il y avait donc un incendie. L'avion s'est renversé complètement et on a vu les passagers quitter. Il faut souligner le travail du personnel de bord et des intervenants d'urgence sur la piste. C'est quand même quelque chose parce que tous les experts disent qu'un accident comme celui-là, qui est plutôt rare, là, qu'un avion se renverse complètement, ça aurait causé la mort de tous les occupants de l'appareil il y a peut-être 10 ou 15 ans. Et le fait qu'on ait pu raffiner, au terme d'enquête, les procédures de fabrication, c'est quand même un élément positif. Petite parenthèse pour vous dire que l'administration Trump est en train de couper dans l'Agence fédérale de l'aviation américaine. Pas pour ce qui est des contrôleurs, mais pour des emplois connexes, notamment pour ce qui est de la gestion informatique. Alors, c'est vraiment une opération miraculeuse qui s'est produite hier. Je sais que ça crée un peu d'anxiété pour beaucoup de gens parce que depuis le début de l'année, il y a eu un certain nombre d'accidents d'avion, notamment cette collision à Washington entre un avion et un hélicoptère des Forces armées américaines. Les deux appareils sont tombés dans le Potomac. Personne n'a survécu. Et hier, petite confidence, quand je regardais les détails de l'accident, je me suis rappelé que Trump, le soir de l'accident à Washington, avait réagi dans les heures qui ont suivi en disant « C'est de l'incompétence probablement attribuable à l'embauche de personnes qui ne sont pas qualifiées dans le cadre de programmes de la diversité, puis de favoriser les minorités, favoriser les femmes. » Lui, là, tirait des conclusions sans avoir aucune information valable. C'était pour venir solidifier les énoncés qu'il met sur la table depuis qu'il est président. Puis là, je me suis dit, j'imagine Trump qui se dit « Accident, Toronto, Canada ». L'avion Bombardier, une compagnie canadienne, je m'attendais là à un message attaquant le Canada dans le cadre de sa guerre commerciale. Ce n'est pas venu. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais c'est le genre à avoir ce type de réaction. Maintenant, je veux vous parler de l'achat local parce que, on le sait, c'est très, très populaire. Il y a ce nationalisme québécois, canadien, qui est à la hausse. Et Amazon, qui est en train de ralentir ses opérations. D'ailleurs, je remercie les auditeurs qui m'ont envoyé des courriels, qui remarquent que le délai de livraison augmente. Et il y a des options qui existent pour faire compétition avec Amazon. Dans la presse ce matin, on parle d'une entreprise qui s'appelle Signé Local, qui est implantée au Québec depuis une dizaine d'années et qui offre la possibilité à des entreprises de vendre rapidement leurs produits. Donc, 200 entreprises, 3000 produits, ça existe depuis 10 ans. C'est beaucoup, mais c'est peu à la fois. Est-ce que ça peut prendre une part de marché d'Amazon? Peut-être. Comment tout ça peut fonctionner? On constate que Signé Local suscite beaucoup d'intérêt de différentes entreprises qui ont le goût de faire affaire. Et les deux entrepreneurs disent, écoutez, ça fait 10 ans, on fait affaire avec Shopify, donc on n'est pas en train de recréer le panier bleu monstrueux qui a été un échec retentissant. Mais est-ce que ça va durer, ce nationalisme? Est-ce que la livraison va être efficace? Ce sont des questions légitimes, puis le prix aussi, qui sera un des facteurs. Puis il faut dire en même temps, en parallèle, qu'il y a des entrepreneurs québécois, des compagnies, qui sont bien contentes d'être sur Amazon. Je voyais ça dans le Journal de Montréal aujourd'hui. La volonté de boycotter Amazon, ça peut nuire à des commerçants qui profitent de cette plateforme pour rejoindre leurs clients ici, mais également des clients qui sont ailleurs au Canada et ils ont peur d'être frappés de plein fouet. Parlons maintenant de Donald Trump, mes amis. Hier, il faut dire que c'était une journée de congé aux États-Unis, un congé férié, parce que c'était la journée des présidents. Mais il y a quand même quelques nouvelles qui s'ajoutent pour M. Trump. D'abord, on peut dire que les priorités s'expriment avec autant de clarté. D'abord, ses propres intérêts personnels, ses amis, et surtout l'offensive lancée contre ses ennemis. L'opération pour purger le système d'éducation des woke
et de leur programme continu. Et la question qui est de plus en plus dans l'air, combien de temps Trump et Elon Musk peuvent cohabiter? Est-ce que la Maison-Blanche est trop petite pour des égos aussi gigantesques? D'abord, parlons des amis très rapidement. Monsieur Trump répète, martèle qu'il veut avoir à l'intérieur de l'administration américaine, dans tous les secteurs, la police, le renseignement, les écoles, le système de justice, il veut avoir des amis fidèles, des gens qui vont faire exactement ce qu'il veut. C'est la mainmise sur l'appareil gouvernemental et il va tasser tous ceux qui sont perçus comme des ennemis, tous ceux qui ont tenté, dit-il, de lui nuire au cours des dernières années. Premier constat. Deuxième, M. Trump en profite aussi pour faire fructifier ses affaires. On apprend qu'il y a eu rencontre avec M. Trump et les dirigeants de la PGA, donc tournoi de golf aux États-Unis, et l'équivalent qui est, on le sait, piloté par l'Arabie Saoudite. On veut essayer de fusionner les deux organisations et M. Trump a un intérêt parce que depuis 4 ans, sur un de ses terrains de golf, il y a une épreuve du circuit saoudien. Alors, c'est pas désintéressé comme démarche. Également, il y a tout ce qui concerne le volet de l'éducation. Il y a un mémo qui a été envoyé vendredi par le département de l'éducation en disant « Si vous continuez à faire la promotion des programmes de diversité, si vous n'avez pas nettoyé les programmes scolaires en enlevant tout ce qui est la notion de genre, par exemple, tout ce qui est woke aux yeux de l'administration, on va couper le robinet, on va faire en sorte que vous ayez des problèmes financiers. » Et ça, c'est dans l'enseignement et aussi dans l'embauche du personnel. Et déjà, ça commence à se traduire. Il y a Elon Musk qui vient d'obtenir l'accès au système, à toutes les données du système donc de sécurité sociale. Et vous avez une des grandes dirigeantes qui dit « Moi, c'est pas vrai, je quitte. J'ai pas envie de fonctionner avec la présence d'un milliardaire qui est en conflit d'intérêts permanent avec une horde d'ingénieurs à sa botte et qui vont mettre le nez dans les données personnelles des Américains. Ça n'a aucun sens. Et Elon Musk, la question, je le disais tantôt, se pose, est-ce qu'il peut vivre longtemps avec Donald Trump ou l'inverse, est-ce que Trump est capable de cohabiter avec lui? Et vous savez, ces gens-là nous parlent toujours de la liberté d'expression, puis à quel point, dans les dernières années, on n'avait pas le droit de s'exprimer. Le Washington Post vient d'interdire une publicité. Les gens étaient prêts à payer plus de 100 000 $ américains pour une pub dans ce journal pour justement demander à Donald Trump de congédier Elon Musk parce qu'il prend trop de place, qu'il a trop de pouvoir. Et le journal vient de refuser la pub pour la version papier. La pub sur le web est autorisée. Je rappelle que le Washington Post appartient à Jeff Bezos d'Amazon et que M. Bezos a beaucoup changé le journal. Les employés se sont révoltés en disant qu'il y a de l'ingérence du propriétaire dans ce qu'on est en train de faire comme métier. Et là, pour ne pas déplaire à Musk, on interdit cette publicité. C'est un bizarre exemple de liberté d'expression. Dans les autres nouvelles ce matin, on peut lire que les policiers se disent débordés et font de moins en moins la lutte contre l'alcool au volant une priorité. On retrouve ça dans les coops de l'information. La répression, c'est devenu secondaire. C'est un policier de la Sûreté du Québec qui parle, qui a demandé l'anonymat. Et on remarque qu'en 10 ans, environ 4000 conducteurs de moins ont vu leur permis de conduire suspendu à la suite d'une infraction liée à la conduite avec les facultés affaiblies. Là, soyons clairs, les policiers continuent d'être vigilants. Mais moins d'effectifs, c'est peut-être pas une priorité, sauf durant des périodes précises au cours de l'année. Et ce qui confirme cette tendance, c'est que le ministère de la Justice, le DPCP, veulent pas commenter, puis le ministère non plus. Donc, il y a un fond de vrai. Et ce que les policiers disent, c'est que c'est compliqué, que c'est lourd. Une balloune, je cite, quand ça va bien, c'est 1h30 sur le terrain et entre 2 et 3 heures de bureau. S'il y a un accident ou que la personne ne coopère pas, ça peut prendre 4 heures de terrain, plus la confection d'un rapport. En 9 ans, la Sûreté du Québec a rapporté beaucoup moins d'infractions et on voit une baisse globale de 20 %.
Puis les patrouilles à la sortie des bars, marquez que c'est pas nouveau, là, mais les policiers peuvent pas être partout à minuit, 1h, 2h, 3h du matin. Alors, ils sont obligés de faire des choix, ce qui fait que, probablement, la lutte est quand même moins efficace. Maintenant, on revient sur la merveilleuse Société d'assurance automobile du Québec. Radio-Canada nous dit que tout était prévisible, que le crash, que le fiasco était en vue, était connu des autorités. Ce document montre que le scénario de la catastrophe aurait pu être évité. On découvre donc que le suivi du projet présenté aux dirigeants de la société d'État évalue le niveau de préparation des systèmes informatiques en vue du lancement qui devait avoir lieu 1 mois plus tard. On est en janvier. On voit que sur plusieurs aspects, on n'était pas prêt, que l'entreprise privée n'aurait jamais autorisé qu'on aille de l'avant, qu'on n'avait pas le temps en 1 mois, puis qu'on a joué à pile ou face, puis qu'on s'est ramassé avec un fiasco lamentable qui a eu un impact sur votre vie, sur votre permis de conduire, sur les problème qu'on a connu avec ce fiasco qui n'est pas encore réglé. Mais moi, c'est ce bout-là qui m'enrage, c'est de voir qu'on a des entreprises privées qui prennent quand même des précautions, puis que l'entreprise publique, ça relève du gouvernement. Nous autres, c'est pas grave, on est des fonds-fonds, puis la pédale au fond, et on fait dérailler le train de la Société d'assurance automobile. Vous lirez ça, c'est sur le site de Radio-Canada. Un mot sur le procès de Gilbert Rozon, témoignage, entre autres, de Penelope McWade. Elle n'est pas une des plaignantes, elle est témoin dans ce qu'on appelle des faits similaires et elle a raconté ce qu'elle a vécu en 1997. Chroniqueuse à la télé, salut, bonjour, elle va à la salle de bain, Rozon, dit-elle, entre, tente de la coincer, réussit à se sauver et ça s'ajoute à la longue liste de femmes qui témoignent du comportement abusif de Gilbert Rozon. Je rappelle le décès d'Antonine Maillet à l'âge de 95 ans. C'est un des personnages dominants de la culture canadienne. Et j'aime beaucoup les propos de Dany Laferrière qui disait avoir eu un sentiment étrange. Je n'arrivais pas à être triste en apprenant cette nouvelle. Je me suis demandé comment on pouvait être triste face à cette boule d'énergie. Je me rappelle ses yeux aigus quand elle vous parlait, cette truculence de langage, ce désir fou de convaincre, ce goût du plaisir de dire les choses. Et je termine avec un cas de fraude qui concerne l'Agence de revenus du Canada. C'est une auditrice qui m'envoie son cas. Elle a été informée l'été dernier que des fraudeurs avaient soumis un faux rapport d'impôt avec son nom pour l'année 2023. Ça arrive. Les fraudeurs ont réclamé au gouvernement et obtenu un remboursement de 31 451,35 $. Ben, ça n'a aucun sens. Alors, les préposés, les fonctionnaires, lui ont dit que probablement qu'ils ont obtenu les infos confidentielles lors de la fuite du vol de données chez Desjardins parce que les autres renseignements étaient faux, puis on pense que les fraudeurs ou le fraudeur a pu créer un compte de banque. Et ce qu'on lui a dit, c'est qu'il n'y a pas eu de vérification de renseignements. Ça entre de façon automatique, même si le montant est quand même substantiel, et les fonds ont été versés directement dans le compte du fraudeur. L'ARC lui a demandé de faire des démarches, d'aviser le centre antifraude, c'est ce qu'elle a fait, et ça a pris 7 mois avant de pouvoir normaliser l'affaire. 7 mois pour faire annuler le faux rapport puis recevoir son rapport à elle. Tenez-vous bien, on lui a chargé des frais d'intérêt sur le montant. Tout ça pour vous dire, parce qu'elle est en retard dans sa déclaration. OK? Je comprends qu'on ne peut pas voir l'ensemble des déclarations de revenus quand elles arrivent. Mais c'est cette normalité à dire, ben, savez-vous, oui, soyez pas surprise, là, puis faites des démarches, madame. Ça va prendre 7 mois, puis quand on aura votre vrai rapport d'impôt, comme vous êtes en retard, on va vous charger de l'intérêt. L'efficacité gouvernementale. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous à demain pour une autre revue de presse. Balado exclusif, grande entrevue et revue de presse. Retrouvez tout le contenu de votre animateur en tapant Espace Polarcan dans votre moteur de recherche.